Les amis, c'est parti, premier épisode du Monk Mode Talk. Je m'appelle Valentin Decker et je suis actuellement dans une cabane dans la forêt, dans la montagne japonaise, avec mes complices Victor Pelletier, Ézéchiel Simon et Paul Butet. Pendant que je vais vous expliquer le concept de ce podcast, Victor va nous servir du saké, puisque nous sommes au Japon et nous allons boire tous ensemble du saké pendant cet épisode. On passe une semaine actuellement ensemble au Japon dans le cadre d'un monk mode. On fait toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire et qui nous font du bien. On médite, on fait du sport, on a des discussions business, on mange très bien, on se balade, on fait des randonnées, bref, que des trucs trop cool. Et on a devant nous un petit saladier avec 12 morceaux de papier. On a écrit 3 morceaux chacun. On va piocher dedans notre tour et on va pouvoir lancer des discussions autour des thèmes. C'est globalement des sujets business, un peu de lifestyle, entrepreneuriat au sens large. L'épisode 1 est disponible sur ma chaîne YouTube, Valentin Decker, vous la regardez actuellement. L'épisode 2 sera disponible dans quelques jours sur la chaîne d'Ézéchiel, Zixama. Je mettrai le lien en description. Et l'épisode numéro 3 sur le même format sera disponible sur la chaîne de Victor. Le saké est servi. Kanpai les amis. Kanpai. Kanpai. Et bon talk. Et c'est parti. Je vais piocher avec ma main et on va pouvoir commencer la discussion. Alors. Le premier. Thème numéro 1. L'entourage. Ah. Très bon groupe de rap français. Oui. L'entourage. Je vais commencer à parler un petit peu ce que me vient ce thème. Le but c'est que donc on sait pas vraiment ce que les autres ont mis. Je pense que ce thème il est très à propos par rapport au cadre qu'on a là. On en parlait un petit peu hier, mais c'est vrai. Tout à fait. Il y a cette fameuse citation qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Direct, j'y ai pensé. Je pense que en fait cette citation, ce qui est marrant, c'est que quand on la découvre pour la première fois, on se dit ah bah oui c'est très vrai. On voit vite à quel point on peut être influencé par les gens qu'on côtoie, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Des gens qui entreprennent, qui font des choses, ça peut créer une spirale dynamique dans notre vie. Et inversement, des gens qui se laissent un peu aller, qui se laissent porter, ça peut aussi nous conduire dans cette direction-là. Donc cette citation, au premier abord, on peut se dire elle est chouette et ça nous incite à être peut-être plus sélectif sur les gens avec qui on passe du temps. Elle est aussi controversée parce qu'il y a des gens qui disent tout n'a pas à être transactionnel, tout ne doit pas être les amis, les relations, ça ne doit pas forcément être quelque chose de productif ou quelque chose qui va nous tirer vers le haut. Et donc il y a aussi cette mouvance qui dit en fait c'est ok si tes potes te tirent pas vers le haut, mais ça n'empêche pas que tu passes du bon temps avec eux. Donc moi je vois vraiment les deux côtés. Je vois le côté oui, tu vas pas dire à ton pote je te parle plus parce que t'es pas entrepreneur. Je trouve ça un peu con. Mais pour autant, je vois bien à quel point aussi être avec des gens qui partagent ce que tu fais, qui font comme toi, qui sont peut-être plus avancés que toi, ça aide à faire de l'entrepreneuriat, qui est quand même un truc difficile, qui est un truc rare, une réalité. Tu penses pas qu'il y a une sélection naturelle aussi qui se fait automatiquement? Et ça, c'est le truc qui vient, c'est que effectivement, quand tu entreprends, quand tu fais des choses, t'es naturellement poussé par ce que tu fais, par ce que tu crées en ligne, par ce que tu dégages, par les gens qui font comme toi. Et donc, il y a effectivement une forme de sélection naturelle. Mais je pense que c'est peut-être un peu aller trop loin que de dire, tout mon cercle d'avant, je me coupe d'eux et je les oublie. Je pense que tu as aussi besoin de ça dans ta vie. Tu vas d'avoir des moments où tu décompresses, où tu parles pas business, où tu parles d'autres choses. Et je pense qu'il y a un truc aussi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est important dans l'entourage, c'est le fait que l'entourage soit assez diversifié en termes de personnalité et aussi en termes de milieu. Je prends un exemple, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, notre premier job, c'est de comprendre les clients qu'on sert. Et pour rester finalement en prise avec les clients, faut être en mesure de parfois sortir de son quotidien, aller parler aux clients, se mettre à leur place. Et parfois les clients de nos boîtes ont des vies qui n'ont rien à voir en fait avec les nôtres. Et on se rend compte aussi que il y a pas mal de boîtes qui, lorsqu'elles grandissent, voient des fondateurs de boîtes parler de moins en moins à ses clients, être de plus en plus dans des meetings, dans des process, dans de l'optimisation, et du coup finalement perdre petit à petit
perdre petit à petit le lien qu'il avait créé au tout début de sa boîte avec les clients et avec un peu la réalité du monde. Évidemment, dans l'extrême, c'est le PDG qui va passer sa vie un peu dans ses jets et qui va finalement même plus connaître les clients et la réalité du coup des clients qui utilisent ces produits. Mais même dans nos vies à nous, ça peut être se couper en fait de signal de la réalité qu'on va plus être en mesure de voir et qui vont faire de nous du coup à la fin des moins bons entrepreneurs. Moi, je trouve, une chose où j'accorde énormément d'importance dans ma vie, c'est vraiment j'ai vraiment 2 cercles d'amis, ce que je vous disais pendant la retraite. J'ai un cercle où je kiffe être tout le temps avec des entrepreneurs qui ont le même état d'esprit, tout ça, pour aller pour progresser entre guillemets. Mais par contre, j'accorde énormément d'importance à toujours mon groupe d'amis d'enfance qui sont à l'opposé de cet état d'esprit d'entrepreneur et tout. Je viens d'un village de 1500 habitants, ils ont des vies ultra normales quoi, comme 90% de la population française, et j'adore être avec eux, revenir et faire 2-3 soirs avec eux parce que ça me permet vraiment de me rappeler d'où je viens en fait. Et ça j'adore. C'est vraiment ce truc là qui me permet de me dire tiens mec, n'oublie pas d'où tu viens, et même si demain je dois réussir, en plus de ça, c'est souvent ces mecs-là qui me connaissent depuis que j'ai 3, 4, 5 ans, qui vont me dire Pedro, t'es bien mignon, mais tu prends le melon là. Retour sur terre. Ouais, donc c'est bon quoi, dégonfle. Et ces gens-là, moi j'adore passer du temps avec ces amis-là. Donc je te rejoins sur le point où faut vraiment pas négliger ces amis-là, qui étaient en plus de ça ils te connaissaient quand t'étais personne entre guillemets. Moi je dis pas que je suis quelqu'un, hein. Mais si demain... T'es un grand monsieur, tu peux le dire. Dis-le, t'es un grand monsieur. Tu vois, si demain t'aspires à devenir une bonne personne, eux, ils vont jamais te juger par rapport à ce que t'es actuellement. Ils te jugeront par rapport à comment ils t'ont connu avant, tu vois. Après, je sais pas si ça vous l'a fait, si vous avez ressenti ça. Mais moi, plus j'ai commencé à évoluer en tant qu'entrepreneur, plus je me sentais un peu déconnecté de certaines personnes que je fréquentais avant. Parce qu'ils comprenaient pas où j'étais dans mon quotidien. Ils comprenaient pas mes problématiques. Et en gros, des personnes avec qui j'étais très pote, avec qui j'avais partagé plein de choses, au final, il y avait une sorte de truc qui s'était cassé. Et je le sentais quand j'allais aux soirées où je connaissais plein de gens. Je sentais que moi, j'avais l'impression d'avoir changé, entre guillemets. Il y avait des blagues qui me faisaient moins rire. Il y avait des délires que j'étais plus trop dedans. Et au fur et à mesure, c'est là où je te rejoins sur le truc de sélection naturelle, c'est que je me suis malheureusement progressivement éloigné de certains groupes de potes parce que ils comprenaient pas ma réalité, ils s'intéressaient pas du tout à ce que je faisais, alors que moi je m'intéressais, tu vois. En retour, je m'intéressais toujours à ce qu'ils faisaient, même si c'était pas non plus ma réalité, mais je sentais qu'ils étaient pas curieux plus que ça pour ce que je faisais. Et vu que en tant qu'entrepreneur, c'est un truc, ton taf, ton business, c'est quand même une grosse partie de ta vie. Au bout d'un moment, moi, traîner avec des gens qui s'intéressent pas à une grosse partie de ma vie, quelque part, il y a un truc il y a un espèce de fossé qui se crée. Et j'ai perdu des amis comme ça, tu vois. Alors, je sais pas si vous avez déjà eu des cas un peu similaires. Et est-ce que tu penses que les amis que t'as perdus à ce moment-là, est-ce que il y avait une forme de jalousie parce qu'ils voyaient ta réussite, parce qu'ils te voyaient aussi évoluer dans des endroits que eux n'osaient pas encore fréquenter, ou est-ce que tu penses que c'est d'autres choses? Je pense pas qu'il y avait une forme de jalousie, ou alors je l'ai pas, en tout cas je l'ai pas perçu, mais je pense que c'était plus c'était peut-être pas des vrais amis, ou pas, parce que les vrais amis les plus gros, je les ai vraiment gardés, ceux avec qui j'avais les liens les plus forts. Donc ça fait un tri. Ça a fait un tri. Il y a un truc aussi, c'est que quand tu réfléchis à la structure de tes amis d'enfance, tu les as par hasard. Il se passe que t'es né au même endroit que des gens, vous êtes dans la même classe, 4e B, et donc tu crées des liens, tu vas boire des coups quand t'es au lycée, et en fait, tu crées des liens. Alors que les amis qu'on se fait plus tard, à 25 ans, 30 ans, 35 ans, ils sont beaucoup plus rares, et par contre, tu vas avoir des atomes crochus sur des trucs beaucoup plus deep, sur des intérêts, sur des manières de penser, d'agir, de réfléchir, ce qui fait que c'est beaucoup plus fort en termes d'amitié. Souvent, tu les retrouves en plus dans des endroits, je sais pas, tu vas à la salle de sport, forcément que tu vas accrocher peut-être avec un mec, tu vas dire, ah tiens, lui, il est sympa et tout, je le kiffe bien, et hop, et donc du coup, au départ, tu parles avec lui à la salle de sport, puis après, tu vas boire un verre, tu vois, ou alors ça va être au travail, tu vois. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui se rencontrent au travail et qui ont les mêmes sujets de conversation aussi. Et l'entrepreneuriat, c'est travailler sur soi. C'est beaucoup de dev perso. Alors, dev perso, il y a un côté bullshit, mais il y a un côté très vrai aussi. C'est que tu as besoin de progresser toi-même pour dépasser les plafonds de ta boîte. Et je trouve que
quand toi tu fais ce travail-là, c'est dur de côtoyer uniquement des gens qui n'ont pas fait ce travail-là sur eux. Alors qu'en fait, tu peux avoir des discussions beaucoup plus intéressantes, je veux pas faire une hiérarchie, mais sûrement tu débloques un nouveau niveau de profondeur dans les discussions que tu peux avoir avec des gens qui eux ont fait ce travail-là. Et une fois que tu goûtes à ça, je trouve que c'est dur de revenir un peu en arrière. Il y a une vraie corrélation entre le fait d'être entrepreneur, le fait d'avoir songé à pourquoi on l'est devenu et qu'est-ce qui nous anime là-dedans et du coup en quoi c'est en lien avec nous. Là où effectivement sur le reste de la population, il y a d'autres thèmes forcément qui leur sont chers. Tu t'apprends vachement à te connaître. Enfin, t'apprends vraiment à te connaître quand t'es entrepreneur. Maintenant, ce que j'aime bien aussi, et c'est un peu, je trouve, pas une mission, mais personnellement, j'aime bien aussi parler avec des gens qui sont pas dans le développement personnel, tu vois, et essayer juste de leur donner une phrase qui va faire tilt dans leur cerveau, qui va dire ah tiens, et pourquoi pas moi, tu vois, par exemple. Et en fait, que ta conversation avec eux change un peu, tu vois, qu'ils prennent le virage à 1% à droite ou 1% à gauche, et que petit à petit, ils aillent vers ce chemin-là. Ça, par contre, je trouve ça vraiment bien. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas cette ouverture d'esprit, et, tu vois, et cette envie peut-être aussi de changer. Mais quand tu rencontres des gens qui sont un peu fermés d'esprit et qui s'intéressent à toi en disant, bah tiens, il est différent des autres, j'ai envie de m'intéresser à lui, et qu'ils t'écoutent, et qu'au final, ils se disent, bah tiens, au final, c'est pas que de l'argent, tout ça, le business, et que, ils vont t'écouter sur le chemin, entre guillemets, de dev parse que tu vas prendre, et que du coup ça les intéresse et qu'ils vont aller plus loin après. Je trouve ça gratifiant aussi, tu vois, et un peu inspirer les gens, quoi. Et tu vois, sur le truc de l'entourage là dont on parlait au début, moi la phrase vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, à un moment ça m'a matrixé et je me suis dit genre putain, il faut vraiment que je choisisse bien les 5 personnes avec qui je fréquente le plus. Et après je me suis dit putain, mais je veux pas voir les relations comme ça, je veux pas avoir tout le temps un intérêt. Et en fait c'est là où en fait je me suis dit s'il y a des personnes qui entreprennent, que tu trouves qu'ils font des choses cool, et ben fais des choses cool et naturellement ces personnes-là, vos chemins vont se rencontrer parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, tu vois. Ouais. C'est ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Tu vois, Valentin, moi au début quand je me suis lancé, je trouvais qu'il faisait des trucs trop cool. Tu vois, j'ai fait des trucs, j'ai lancé un podcast et finalement on est là aujourd'hui, tu vois. Donc en fait ça sert à rien de dire cette personne, je veux qu'elle soit dans mon entourage. C'est ça marche pas, tu vois. Mais après, là, il y a un autre sujet énorme. C'est aussi le fait d'apporter de l'importance au hasard, tu vois. Au fruit du hasard. Il y en a qui vont être fermés d'esprit en mode, c'est juste un hasard, cette rencontre-là, ou ce truc qui m'arrive dans ma vie. Et d'autres vont se dire, tiens, c'est pas un hasard, ce truc-là, faut que je creuse, tu vois. Et donc, du coup, vont creuser, tu vois. Je t'ai connu via JCK, tu vois, sur le post. J'aurais pu très bien juste lire le truc et le défiler tu vois, sur mon LinkedIn. Je me suis dit putain, c'est pas un hasard, tu vois. Et donc du coup, tu vois, j'ai commenté ton post et aujourd'hui je suis là, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça dans la vie, je pense que faut vraiment être attentif à ces petits signes du destin, tu vois. Les gars, ça fait déjà 15 minutes. Dernière réflexion sur le sujet et après on change de papier. Dernier point, un peu pour nuancer tout ça, c'est aussi le fait que quand tu fais du business, quand t'es entrepreneur, et que tu mets toute ton énergie, ton temps, ton focus, ta vie à ça, ça peut être dangereux parce que le jour où ça marche pas, où t'as un coup de down, toute ta vie est down et t'as plus aucun pilier à côté pour te raccrocher. Alors que avoir des activités hors du business, avoir des potes hors du business, en fait, ça fait que même si ce pilier-là il tombe, tu sais que t'as quand même des branches sur lesquelles te raccrocher. Et voilà. Surtout que le business n'est pas linéaire. Aussi, parce qu'on est on est tous dans une bulle. Et t'as besoin de sortir aussi parfois. Ouais, bien sûr. Clairement. Je passe le flambeau à Paul pour le prochain parti. papier. T'as patouillé. J'ai patouillé. Il est direct. J'ai direct été à... dominant. C'est ça. Profil, faut expliquer à tout le monde, du coup, il y a quelques jours, on a fait un test avec, du coup, Ezekiel, qui est professionnel du disque, qui est une méthode qui permet de savoir exactement quel profil un petit peu personnel, au niveau de personnalité vous êtes. Il y en a pas mal de tests d'ailleurs, MBTI, etc. Et l'un des tests a permis du coup de montrer que peut-être on peut faire le tour de table. Victor est du coup stable conformiste. Valentin est Conformiste, c'est ça? Conformiste dominant. Conformiste dominant. Et toi tu es Influent dominant. Influent dominant, et moi je suis
Je dirais dominant, conformiste. Dominant, conformiste. Avec des dominants ici, là. Hein. Aïe, aïe. Il doit se sentir mal, du coup. Je suis mal, là. Bah non, parce qu'il y a le côté conformiste qui se rattache à vous deux. Ouais, c'est parfait. Et moi, je me rattache à son côté aussi stable parce que le profil influent aime bien. Très bien. Eh bien, du coup, nous allons parler dans le prochain thème d'expatriation. Ah! Yes. Vaste sujet, expatriation. Donc, je pense on a tous les quatre été un moment expatriés. On a un moment connu cette vie-là. Comment tu définis expatrié? Moi, techniquement, j'ai pas été expatrié. Ouais. J'ai voyagé. T'as voyagé en travaillant. Pour moi, expatrié, c'est tu t'installes. Ouais. Comme Ezekiel. Ouais. Tu t'installes au moins sur 1 an dans un seul pays. Je dirais 6 mois, moi. Ouais. 6 mois déjà, franchement, au bout de 6 mois dans un pays, t'es assez loin quand même de la France. C'est court 6 mois comparé à des expats qui vivent 30 ans. Mais c'est déjà pas mal 6 mois, tu vois. Mais est-ce que dans l'expatrié, il n'y a pas une dimension fiscale aussi? Non, ça, enfin, Il peut, mais après il y a des gens qui sont par exemple expatriés peut-être, j'en sais rien moi, en Espagne et ils vont encore être résidents fiscaux en France parce que ils y vivent pas plus de 180 jours par an par exemple. Mais en tout cas je pense que la manière de vivre. L'idée globale c'est tu vis une grande partie de l'année dans un autre pays qui n'est pas ton pays d'origine où tu as vécu le plus de temps lorsque tu étais jeune et tu travailles depuis ce pays-là, soit sur internet, soit dans une boîte un peu localement. Et je pense que c'est un sujet qui revient pas mal parce que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens aspirent à devenir entrepreneur, c'est le fait de pouvoir être libre géographiquement et de pouvoir soit voyager parce que personne n'a pas forcément voyagé, soit peut-être trouver un meilleur pays, trouver un meilleur écrin dans lequel on se sent bien pour entreprendre et pour vivre sa vie. Moi, titre perso, je m'étais expatrié en Espagne pendant 2 ans à Madrid. J'étais parti parce que essentiellement pour des raisons assez culturelles, j'avais vécu une super expérience au Mexique avant et j'avais envie de retrouver quelque chose avec moins de décalage horaire qu'avec le Mexique, mais du coup plus proche de la France, mais toujours dans une culture un peu hispanophone. Et du coup, j'étais parti en Espagne parce que à ce moment-là, j'étais salarié et j'avais la possibilité du coup de travailler dans une boîte qui était en France, mais en full remote. Et du coup, j'avais la possibilité d'être en Espagne. Et je trouvais que c'était une super bonne idée. Et la première chose qui m'a marqué lorsque je me suis expatrié, c'était l'énergie que j'avais. J'avais beaucoup plus d'énergie quand je me levais le matin que lorsque j'étais en France pour faire des projets. Clairement, ça faisait du bien dans le quotidien. Je pense que c'était quoi qui t'a apporté cette énergie-là? C'était pourquoi tu te sentais plus énergisé? La vitamine D déjà. le soleil. Le soleil, mine de rien, même au-delà de la blague, ouais, ça fait du bien en fait. Il y en a qui sont beaucoup le moral, le climat influe beaucoup le moral de ça. Moi, le climat influe beaucoup. Madrid aussi, c'est une ville qui est extrêmement propre, aussi sécure. Donc en fait, quand tu sors dans la rue à n'importe quel moment, tu peux totalement te sentir en sécurité, juste penser à tes projets, aller n'importe où. C'est une charge mentale en moins. Et en plus de ça, avec le soleil, culture hispanique où tu passes beaucoup de temps dehors, les gens se retrouvent en fait énormément dehors. Ouais. Et tu fais beaucoup de rencontres aussi comme ça. En allant sur des terrasses, des bars à tapas, etc. Donc moi c'était quelque chose qui correspondait bien à ce moment-là dans ma vie, à ce que je voulais faire, à savoir des rencontres, avoir pas mal d'énergie et retrouver un peu la culture que j'avais aimée. Donc c'est quelque chose de pas mal du tout. Et attends, du coup, là aujourd'hui t'es en France. Ouais. Comment tu vois la suite? Ouais. Je me sens bien aujourd'hui en France. Je suis revenu, j'ai fermé du coup le volet un petit peu espagnol parce que au bout d'un moment, la plupart aussi de mon cercle était en fait en région parisienne et j'avais envie de retrouver ce cercle-là un peu proche pendant une transition de ma vie. Et du coup, au moment où je suis revenu, je me suis dit que c'était la meilleure ville. Et aujourd'hui, par rapport à ce que je veux faire aujourd'hui, à savoir aussi développer la boîte que j'ai montée et qui est quand même très axée, où j'ai des clients qui sont tous à Paris finalement, avec des boîtes de conseil, des fonds de private equity, des hedge funds qui sont très basés dans la capitale. J'ai besoin de les rencontrer et Paris est le meilleur endroit aujourd'hui
pour réussir et encore une fois avoir des discussions. On parlait juste avant de l'importance de pas se couper de ses clients. Je pense que la rencontre physique, lorsqu'on est entrepreneur, est super important pour prendre la température, construire des relations de confiance. Et je pense que c'est aussi la limite de l'expatriation. C'est qu'il y a un moment où si on est trop éloigné des clients avec lesquels on a besoin de créer une relation de confiance, dans certains cas et certains business, ça devient plus compliqué de réussir à faire ça. Ah, c'est vrai. Bah, toi, et attends, dernière question pour toi. Ouais. Et après, on passe à Ezekiel, parce que lui, il est vraiment expatrié, donc c'est le même caractère du truc. Et du coup, au-delà de cette boîte-là, est-ce que tu te dis plus tard, j'aimerais repartir un moment? Aujourd'hui, je l'envisage, ouais. Ouais. Je l'envisage. Tu disais que t'aimerais bien avoir les deux, le meilleur des deux mondes, et ouais. Ça serait incroyable. En gros, la moitié en Espagne, la moitié en C'est ça, ouais. France, C'est vraiment l'Espagne. L'idéal, ce serait cumuler à peu près deux pieds-à-terre, un en France et un en Espagne, et être en mesure de naviguer un petit peu entre les deux en fonction aussi des saisons et de ce que j'ai envie de faire avec ma famille, avec voilà, mes enfants, etc. Plus tard, je pense que c'est chouette de voir deux environnements. Et plutôt que d'avoir un environnement en France juste ville, campagne, pour ceux qui ont la chance d'avoir ça, je préférerais aussi m'ouvrir aussi à d'autres cultures et aller revenir et faire un changement un peu plus drastique. Je pense que c'est bien d'avoir un mix comme ça un peu pendant l'année. Mais voilà. Et oui, effectivement, du coup, toi, Ezekiel, du coup, qui est expatrié au Japon. Ouais. Maintenant, depuis plus d'un an. Ouais, ça fait, attends les gars, on est le combien? Ouais. 21 novembre. Je suis arrivé le 22 novembre. Ouais. On est le 21 à 21h58. C'est-à-dire que dans 3 heures, ça fera un an officiellement. Ouais. Bah, on fait deux choses aujourd'hui. On fait l'anniversaire de Valentin. Voilà. Bon anniversaire Valentin. Et, ouais. C'est dingue de passer l'anniversaire ici quand même. Commenté pour lui. Et d'ailleurs les gars, meilleure soirée d'anniversaire, faire un podcast Voilà, avec du saké, c'est incroyable. Kampai, ça mérite un petit. Et du coup, deuxième événement dans 3 heures pour les 1 an de Ezekiel. Mais du coup, ouais, est-ce que tu peux nous partager un peu pourquoi, quelles étaient les raisons pour lesquelles tu t'es expatrié toi au Japon et quel bilan t'en fais peut-être? Bah déjà de manière générale, je trouve que c'est important de trouver sa place. Tu vois, quand on est jeune, entre 20 et 30 ans, on a ce truc de... Je trouve que c'est important de pas se dire bon bah je suis français, faut que je vive en France, tu vois. Et des fois par question de sécurité dans le cerveau, on va se dire c'est tout le temps ça. Hein. Ouais, bien c'est sûr. la peur de l'autre et la sécurité de ce que je connais. Donc je reste en France alors que ça c'est le mental qui dirige tes pensées et du coup ton cœur te dit bah en fait non, j'ai envie de voir autre chose. Donc j'ai déjà vécu 1 an en Écosse, ça en tant que semi-pro là, pour le foot. Après j'ai fait 6 mois à Bali, 6 mois au Mexique. Enfin bref, j'adore. Et là maintenant, ça va faire un an là, mais je vais rester plus d'1 an et demi du coup au Japon. Et moi c'est vraiment, j'adore la France, mais c'est pas ma place quoi. J'aime bien. Tu te sens pas à ta place en France. Ouais. Par contre, j'adore la France quand justement j'y suis très loin, tu vois. Il y a des choses qui me manquent. C'est vrai que je vois tout le temps ça. Quand t'es à l'étranger, t'aimes encore plus la France, je trouve. Ouais. Oui. J'adore, quand je reviens en France, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu, j'adore la France. Par contre, au bout de 2 mois ou 1 mois et demi, j'ai envie de partir. Et là, par rapport au Japon, pourquoi je suis venu ici. Bon, peut-être que ça tombera un peu plus tard, la spiritualité dans le truc. Et ça part un peu loin, tu vois, mais c'est vraiment une envie profonde en fait qui depuis la naissance, je kiffe le Japon, surtout les bails de samouraï. Après il y a eu les animés et tout, mais moi profondément c'est les samouraïs qui T'as toujours été passionné par la culture du Japon. Ouais, les samouraïs. Ok. Vraiment la culture du samouraï, j'adorais le code d'honneur et tout, depuis tout petit hein. Au niveau des valeurs, ça te parle. Ouais. Le bushido, tout ça. Et donc en fait j'y suis allé 2 fois 3 semaines quoi. Et la première fois, j'étais à 2 doigts d'y rester, d'appeler mon boss et de lui dire bon, je suis désolé, mais au final, je vais prendre un conteneur ou je sais pas, je vais demander à ma mère qui me fait mes valises et je reste au Japon. Ouais, je voulais pas rentrer. Et au final, je suis quand même rentré pour des raisons professionnelles, quoi, avec mon ancienne boîte. Et là, ça fait 1 an que je suis ici et du coup en PVT.
Et en fait, c'est bon, quoi. Moi, dans ma tête, mon choix est validé. J'ai envie de rester au Japon, j'ai envie de vivre ici. Je me sens trop bien. Par contre, j'ai quand même ce délire je kifferais revenir, pas que genre 3 semaines en France, mais peut-être 3 mois par rapport au business et tout. En fait, je trouve qu'il y a plein de ponts exceptionnels entre la France et le Japon. Maintenant que j'y suis dans la culture japonaise un petit peu, quoi. Je vois tous les ponts, genre tous les Japonais, ils adorent la France. Les Français, ils adorent le Japon. Il y a plein de connexions à faire. Et je trouve ça super excitant de brainstormer des projets entre la France et le Japon. Donc ça, j'adore. Et puis je trouve également le côté expatriation en mode du coup vous avez tous vécu à l'étranger, mais je trouve que par exemple si tu fais le bilan d'un an, si tu vis en France ou si tu vis à l'étranger, je trouve qu'en termes de progression, tu vas beaucoup plus vite. Parce que tu sors de ta zone de confort. Ouais, t'es en pleine zone de hors confort là pour le coup quand t'es en expat, et encore plus quand tu sors de l'Europe. Tu vois, t'as le côté France, Europe, et quand tu sors de l'Europe, là franchement c'est vraiment différent. Et je trouve que par rapport à l'excitation où tu disais pourquoi on aime s'expatrier et tout, moi il y a vraiment ce côté excitation du cerveau qui connaît rien du tout. Et par exemple, quand je débarque là par exemple à Kobe, je vis dans un tout petit, pas un petit village, mais genre Shinagata, c'est tout petit, il y a que des Japonais. Genre quand je vais dans un restaurant, quand je rentre dans un restaurant, t'as tous les Japonais qui me regardent en mode c'est qui cet étranger. Et ça, en fait, tous ces trucs-là, ça excite mon cerveau en mode tout est nouveau, je dois m'adapter tout le temps. Et ça, j'adore. C'est vraiment le truc qui fait, je me sens vivre en fait quand je vis à l'étranger, alors que quand je suis en France, je trouve que c'est trop facile, quoi. Genre là, c'est la même culture, le même langage. Je trouve qu'il n'y a pas assez de challenge excitant pour ma part. Et tu dois réussir à continuer ce challenge et à aimer avoir ce challenge pendant plusieurs années, du coup, là, maintenant. Après, ça peut changer, hein, mais actuellement, mon objectif, c'est vraiment de bâtir un empire au Japon, quoi. Vraiment. Let's go. J'aime bien ça. Objectif empire au Japon. Bien, non, mais et pas forcément à Tokyo. Alors ça, je sais pas si c'est l'ego ou pas, mais en fait, je me dis que je veux pas refaire des vies et que tous les expats sont déjà à Tokyo, tu vois. Tous les Français, enfin les 3/4, j'exagère, mais genre on va dire que t'as 60% à Tokyo, voilà. Il y a 60% à Tokyo, il y en a 30 qui sont à Kyoto et Osaka. Après, si ton objectif c'est de t'immerger au maximum dans la culture japonaise et de rencontrer des Japonais, tu vas pas aller dans la ville où il y a le plus d'Européens. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Kobe aussi, tu vois, parce que je suis vraiment tout seul, mec. Et d'ailleurs sur ça, je pense qu'il y avait quelque chose que j'observais moi pas mal à Madrid, qui était une grosse déception de la plupart des expatriés qui passaient énormément de temps finalement surtout avec d'autres Français expatriés et qui du coup à la fin étaient déçus parce que ces Français expatriés, 90% d'entre eux voire plus en fait allaient partir. Et du coup, il y a, je pense, c'est à peu près tous mes amis qui sont aussi un peu expatriés vivent à peu près la même chose, à savoir lorsque on est expatrié mais qu'on a envie de refaire le chez soi mais dans un autre pays, ça marche très rarement parce que souvent on rencontre d'autres expatriés qui vont partir au bout de 6 mois, 8 mois et du coup on construit des amitiés qui vont très rapidement s'estomper. Là où ceux qui arrivent un peu comme toi, j'ai l'impression, ce que tu arrives là à faire, réussir véritablement à s'intégrer dans la culture et à vouloir vivre comme un local. Mais c'est humain quand même, hein, parce que bien sûr. Mec, moi quand je suis arrivé à Kobe, les 3 premiers mois, j'avais envie de pleurer, hein, parce que je parlais pas du tout japonais. J'avais aucun point de repère et je dirais limite que c'était un peu trop extrême comme c'est super compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé à et surtout la culture japonaise qui est particulièrement fermée et dure d'accès quand tu viens de l'extérieur. Avec une langue qui est mec, quand je suis arrivé et que je te jure, je parlais pas un mot japonais et j'arrive à Kobe, je me suis dit ça va peut-être parler anglais, mais pas une miette quoi, ça parlait pas. Donc il y a aussi ce truc-là pour finir sur les expatriés. Un petit conseil pour les gens, tu vois, qui veulent s'expat. En fait, c'est le cerveau. Si par exemple, je savais que si j'allais à Tokyo, quoi qu'il arrive, t'as beau dire je vais à Tokyo, mais je vais esquive les Français et tout, mais voilà, tu vois. Mais Coronès, ton cerveau, au bout d'un moment, tu vas tellement en avoir marre qu'il va te dire s'il te plaît, rejoins des groupes Facebook français et au final, tu vas vivre qu'avec des Français à Tokyo. Donc ton immersion, si tu as envie de vivre ça, c'est OK. Mais si au départ t'es allé au Japon, je prends l'exemple du Japon, si t'es allé au Japon pour vivre une expérience authentique, ne va pas dans des villes comme ça parce que quoi qu'il arrive, ton cerveau
il aura raison au bout d'un moment et il va te dire bon allez juste un Français et puis ça va être juste un Français qui va te connecter avec un autre Français et puis un groupe de Français et ainsi de suite, c'est mort. C'est pour ça que moi je me suis dit faut que j'aille vraiment à Kobe où il y a 0 Français, que je suis sûr, à Shinagata mec, c'est même pas à Kobe, c'est à 20 minutes de Kobe. Je me suis dit là je suis sûr que dans ce trou perdu, je ne vais pas voir un Français, tu vois. Et les 4 premiers mois, mon cerveau il pétait les plombs en mode mais t'es un fou quoi, tu vois. J'ai envie de parler français, tu vois. Et qu'est-ce qui a fait que t'es pas parti? Parce que je savais que c'est juste c'était le comment dire, c'était ouais le mental. T'avais la conscience que c'était juste une phase à passer. C'était le coup à payer, quoi. Ouais. C'était le coup à payer. Et puis c'était un échec si je partais aussi. Donc là il y a un peu l'ego qui joue. Ok. Encore une fois de plus. Mais je pense là pour le coup tu vois c'est un ego bien placé. C'est un sujet ça l'ego, tu vois, s'il est bien placé ou pas mal placé. Là pour le coup tu vois l'ego de se dire si par exemple si je déménage à Osaka pour aller voir des Français et tout, personnellement ça aurait été un échec. En mode, t'es allé au Japon pour faire l'aventurier et tout, puis au final, au bout de 3 mois, tu chiales et tu vas à Osaka rencontrer des Français, tu vois. Donc, moi, personnellement, je l'aurais vécu comme un échec. Et au final, tu vois, au bout de 4-6 mois, j'ai vraiment pas du tout envie d'aller à Tokyo et tout. Enfin, j'adore mon quartier. Shinagata, Kobe, j'ai envie de vivre à Kobe maintenant. Je me suis fait 2-3 potes. Enfin bref, j'adore cette ville, quoi. Parce que ça y est, mon cerveau, dans sa tête, je suis un peu en zone de confort maintenant, tu vois. T'es installé. Ouais, je suis installé. Même si j'apprends des choses, du coup, nouvelles tous les jours. Ça, c'est excellent. Toi? Moi quoi? Bah, l'expatriation? Ah. T'as vu qu'on fait un débat et tout. Ouais. Bah, moi, en vrai, je me suis posé la question, mais, tu vois, j'ai un peu voyagé, j'ai fait 3 mois en Turquie, 6 mois à Bali, 3 mois en Australie. Je sais que je vais faire ma vie en France. Je sais que, à part, ça peut changer, tu vois, mais je me vois évoluer en France. Première raison, c'est après c'est personnel, mais je suis proche de ma famille, assez proche. Ouais. Et qui dit expatriation dit, alors à part si on part d'un pays comme l'Espagne, là encore je l'envisage, pourquoi pas. Mais si on parle hors Europe, première raison par rapport à ma famille, moi je suis quelqu'un de très famille et tout. J'aurais un petit peu l'impression de les abandonner, tu vois. Tu vois, ma grand-mère, ma mère, etc. Je veux dire, bah, je pars faire ma vie dans un autre continent. Tu les mets un peu devant ce fait-là. Et je sais que eux, ils vont pas tous s'expatrier pour moi, tu vois. Et du coup, bah, je vais quand même mettre beaucoup de distance, même si les visios, etc., c'est pas pareil. Non. Tu vois, de me dire, bah là, j'habite à Bordeaux, je peux prendre ma caisse, aller manger le midi avec ma grand-mère, avec mes grands-parents. C'est des trucs, des moments de vie qui sont précieux pour moi, et je fais vraiment une croix dessus si je m'expatrie. Donc déjà ça, premièrement. Après, encore une fois, c'est mon cas perso. J'ai une maladie génétique. Je bénéficie d'un traitement qui, je sais que logistiquement, je pourrais pas l'avoir à l'étranger. Donc déjà, c'est un autre cas, tu vois, où ça va compliquer. C'est un super sujet, ça aussi. Ça, tu vois, comment je fais. J'ai la sécurité sociale qui paye mon traitement. C'est un traitement qui coûte cher. Je vais au Japon, le traitement, c'est mort. Donc, comment je fais? Je pars avec des produits, j'ai des proches qui doivent venir m'amener des produits. Tu vois, déjà, c'est un autre sujet, c'est très compliqué. Donc, famille, santé, c'est quand même 2 gros trucs importants. Je sais que c'est mort pour m'expatrier. Bien sûr. Voilà. Après, rien ne t'empêche de partir 2 mois comme oui, après, aller vivre, Tu pars souvent. aller vivre en Espagne. Tu voyages tout le temps, par contre. Par contre, je voyage souvent, j'adore voyager, C'est une bonne alternative. à chaque fois, je suis hyper content de rentrer en France. Ouais. Mais ça, c'est trop bien, hein. Ouais, et par contre, je kiffe. Des fois, tu vois, là, je suis hyper content de venir 5 semaines au Japon. C'est la beauté de nos métiers qui nous permet de faire ça, la liberté. J'adore découvrir de nouvelles cultures. Tu vois, ça t'ouvre l'esprit, ça te change de perspective sur plein de trucs. Le Japon, ça m'a dépaysé, tu vois. Ouais. Donc du coup, l'alternative, c'est de faire des voyages comme ça. Partir quelques mois, 6 mois, ça me fait pas du tout peur. Franchement, même 1 an, tu vois. Mais au-delà d'1 an, pour les 2 raisons là que je vous ai dit, je sais que c'est compliqué. Et c'est super important que t'en parles quand même, de la famille. Parce qu'il y en a beaucoup, du coup, qui voient le côté expatrié, voyage et tout, c'est génial. Mais si t'es vraiment attaché à ta famille et tout, C'est très personnel, tu vois, chacun. Moi, je suis pas famille, tu vois. Mais ma famille le sait, tu vois. Je suis pas famille. C'est la première question que je t'ai posée quand tu m'as parlé de ça. Je t'ai dit, mais ta famille, parce qu'il m'a dit, je veux faire ma vie au Japon, etc. J'ai fait, mais ta famille et tout. Il m'a dit, je suis pas trop famille et tout. Je fais. Dans ce cas, je comprends, C'est pas que je sais pas que je les aime pas, tu vois. Mais je suis tu vois, je suis pas famille. Et puis même mes potes,
au final, tu vois, quand je reviens en France, je kiffe vraiment les voir et je sais que je suis vraiment dans l'instant présent avec eux. Je suis vraiment content de les revoir. Mais ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ah, expat, c'est génial. Frérot, tout n'est pas rose quand t'es expat, tu vois. Et la famille, il y en a plein qui repartent à cause de la famille, hein. Enfin, à cause. Parce que, tu sais, ils sont en manque de... Clairement. Je sais pas, Val, tu veux réagir sur un truc par rapport à l'expat avant qu'on... Ouais. Puis on en fait que 2. Ouais. Ouais, Carrément. Ouais, bah oui. Ça déjà très bien. Ouais. Ouais, moi sur l'expat, c'est un sujet auquel je réfléchis un peu en ce moment. Pour aller à Dubaï pour les impôts. Non. Est-ce qu'il est maxi blablax? Ouais, parce que Non, t'as j'aimerais pas bien, de problème avec... j'aimerais bien arriver à ce stade-là. Non, mais c'est juste que je trouve que voyager c'est incroyable parce que tu vois d'autres cultures, d'autres manières de penser, d'autres manières de voir la vie, et tu te rends compte à quel point toi ta manière de penser en France elle est étriquée et c'est juste une possibilité parmi plein de possibilités. Donc je trouve que déjà ça devrait à la limite être obligatoire, tout le monde devrait aller vivre 1 an à l'étranger dans un autre pays et te rendre compte que tu prends du recul sur plein de choses, tu vois la vie différemment et ça je trouve ça ouf. Je me dis aussi l'idée de me dire je vais passer 1 an, 2 ans à l'étranger, ça m'excite bien dans le sens où bah c'est une expérience de vie incroyable et t'as dit un truc qui est très vrai, c'est quand je pense, tu vois, moi j'aime bien voyager, je pars souvent 1 ou 2 mois, 3 mois dans l'année et je me dis en fait quand je repense à mes années précédentes, ce à quoi je pense, mes souvenirs, c'est ça en fait. C'est pas, oui, t'as des souvenirs en France, à Lyon, etc. Mais j'ai l'impression que les jours que tu passes à l'étranger, ils comptent double, ils comptent triple dans tes souvenirs. Ça te sublime ta vie. Toute ta vie est sublimée, toute ta vie est une aventure, toute ta vie c'est, je sais pas, t'es dans un mood différent, t'as un mindset différent. Et je trouvais ça très triste de m'en priver de ça. Ah, de ouf. Et en même temps, je suis très conscient de tout ce que tu as dit sur le fait que c'est pas tout rose, c'est pas facile. Tu peux idéaliser plein de pays, le Japon, Bali, le Mexique, je sais pas quoi. Il y a aussi des galères, il y a aussi des problèmes. Et moi, j'adore partir, mais j'adore rentrer aussi en France. J'adore. Avant de rentrer, je me suis dit, putain, trop bien, je vais retrouver mon appart à Lyon. Je vais être proche de ma famille, proche de mes potes. Donc je suis très conscient qu'il n'y a pas de truc magique. Que l'herbe elle est jamais plus verte ailleurs et qu'elle est toujours verte là où tu l'arroses et là en termes de vie idéale moi je me vois bien continuer à rester en France parce que en fait j'adore la culture, famille, amis, en fait t'es à l'aise, tu réfléchis pas dans le quotidien, tu sais que t'es à un coup de train de tes potes, tu te fais un week-end, c'est facile, tu vois. Mais par contre j'ai envie d'aller mettre un mix d'étrangers là-dedans. Je sais pas, aller, tu vois, me dire, faire 6 mois, 9 mois en France et 3 mois, 6 mois au Japon. Incroyable. Ça serait vraiment une La vie. zone de confort, c'est bien, mais tout le temps, la zone de confort. Bien sûr. En fait, pas bien. quand t'es à l'étranger, à un moment, tu te dis, putain, j'ai pas envie de rentrer. Et quand t'es trop en France, tu te dis, putain, là, ça y est, je tourne en rond. Ouais. Et il y a un truc aussi que je me rends compte, notamment quand tu vas à l'étranger, il y a aussi une espèce de climat un peu morose en France. Ouais. Que tu ressens moins quand En fait, quand tu vas en Asie, C'est un vrai sujet, ça. quand tu vas en Asie, tout le monde a le smile, tout le monde est trop content. Économiquement, ils sont moins bien que nous, mais par contre, putain, t'as l'impression qu'ils kiffent leur vie, quoi. En France, T'as l'impression que tout le monde tire la gueule, tout le monde, un peu morose des fois en étant à l'étranger, ouais. et tu t'en rends vraiment compte quand tu reviens en France. À Bali, mec, quand il y a eu l'affaire Naël, les émeutes et tout ça, j'étais à Bali, mec. J'étais dans ma guest house avec la piscine, en mode gros soleil et tout. Je me disais, je regardais les infos, j'étais là. Oh, le climax ça a l'air d'être en France, et moi j'étais complètement dans un autre état d'esprit. Et tu sais, en fait, quand t'es dedans, tu sais, tu peux vite être pris dans ce tourbillon et en fait. De négativité. Et ça te mine le moral en permanence. Ouais. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit être tout le temps optimiste, tout le temps audacieux. En fait, c'est un climat qui est pas facile. Et je veux pas dire que la France c'est de la merde, etc. Pas du tout. Moi, j'adore la France. Mais il y a quand même des points où tu te dis, putain, en fait, La mentale pourrait être améliorée quand même. en termes de cadre de vie, en termes de plein de choses. Surtout que, et pour le coup, la France, pour avoir fait pas mal de pays dans ma vie, franchement, la France, c'est quand même le meilleur pays au monde. Hein. Oui, mais on a une chance de zinzin. À chaque fois que On a une chance de fou. Je me dis, putain, on est bien en France. C'est limite, moi, le truc qui me fait le plus psychoter, c'est quand je me dis, et surtout quand je vois, mec, quand tu vas en Inde et tout, tu vois, tu vois des trucs hardcore, par exemple, en Inde, tu vois. Des trucs, tu peux même pas parler à la caméra parce que voilà. Mais tu vois vraiment des trucs choquants. Tu reviens en France et tu vois des gens pleurer parce que le train est en retard de 2 heures le jour de Noël. Mais qu'est-ce que tu vois?
Enfin, après, c'est parce qu'ils sont comme tu dis, ils sont dans la bulle, tu vois. Mais franchement, quand tu voyages et que tu vois d'autres choses, tu te rends compte que la France, c'est vraiment un pays incroyable, tu vois. Et que, c'est dommage. En France. Mais bien sûr. On a un potentiel, créatif, technique, business, On a un climat parfait. le climat, la diversité des paysages, on peut retrouver, c'est vrai, là on aime beaucoup le Japon, etc. Mais on a des montagnes aussi en France, on a la mer, on a, je pense, beaucoup de chance. Mais en tout cas, par rapport au thème de l'expatriation, j'espère. Là, je tiens un papier l'expatriation. Je pense que c'est un peu une carte joker. En fait, c'est la carte joker qu'on peut tous utiliser quand on est un peu entrepreneur et que on est un peu libre géographiquement. C'est une carte pour prendre un peu de recul et faire le bilan un peu de ce qui nous manque dans l'endroit dans lequel on vit et se dire peut-être que j'ai envie de tester ça pendant quelques mois, faire d'abord un voyage, puis ensuite se dire non, j'ai envie de rester sur place un peu plus longtemps, voire très longtemps ici. Et à la fin utiliser cette carte un petit peu comme un joker pour finalement faire en sorte de kiffer beaucoup plus notre vie et faire en sorte de réussir notre business. Et le dernier point aussi, c'est par rapport à toutes les personnes qui sont pas très bien mentalement et qui veulent s'expatrier. Faut leur dire que, tu vois, si t'as des problèmes en France, tu peux aller... Tu vas emmener tes problèmes. Tu peux aller faire 12 000 kilomètres, aller vivre au Japon. Tes problèmes, ils vont peut-être pas prendre l'avion comme toi, mais Ils prennent le bateau, mais ils arrivent. Voilà, ils prennent le bateau, mais dans 3 mois, ils arrivent, t'inquiète. Non, mais c'est ça, parce que les 2-3 premiers mois, c'est tout beau, tout rose. Mais t'inquiète pas qu'ils vont prendre le bateau, et dans 3 mois, ils vont revenir dans ta tête, tu vois. Et donc, voire même le voyage révèle encore plus, je trouve, là on a démissionné de nos responsabilités. Ça fait 40 minutes, on va clôturer l'épisode 1. On n'a pas fait 3 papiers, on en a fait 2, mais c'est déjà très bien, je pense. Ouais. Super intéressant. Épisode numéro 2 sur la chaîne d'Ezekiel. Et peut-être que Paul va créer une chaîne pour l'épisode numéro 4. On verra. On verra. Merci les gars. ouais, à plus. c'est super cool.